Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the second special session of Jeju Forum for Peace and Prosperity. My name is Park Sang-mi. I'll be the moderator of this session. In this session, we have a dialogue between Mr. Zhang Wengsang Place and the governor of Jeju Special Self-Governing Province, Won Hee-ryong. Mr. Place is a former state secretary in charge of state reform and simplification of France, and he's now serving as a senator in France. Please give a warm welcome to Mr. Place with a big round of applause. Chers amis, je suis désolé de parler en français. I'm very sorry. I will speak in French. So I think you've got the traduction. 안녕하세요. Je suis très heureux, très heureux et très ému d'être là. Ici à Jeju-do aujourd'hui, je tiens très chaleureusement à remercier l'invitation du gouverneur de Jeju, cher Won Hee-ryong. Thank you very much, 감사합니다, pour cette invitation. Je suis heureux de voir autant de jeunes aussi. Je salue bien sûr les personnalités, mais voir aussi autant de jeunes lycéens ou collégiens ce matin, cela me fait très chaud au cœur. Vous savez que pour moi, c'est toujours un moment très particulier de revenir en Corée, car j'en suis parti il y a maintenant 42 ans. 42 ans, car j'étais dans un orphelinat à Suwon, à côté de Séoul, où j'y ai passé quelques années, car les difficultés de la vie ont fait que je me suis retrouvé abandonné, et j'ai été adopté en France, d'où d'ailleurs le français avec lequel je m'exprime, ma langue adoptive. Et pendant 36 ans, je ne suis pas revenu ici. J'ai fait ma vie en France avec mes parents français, ma famille, et les études, puis le travail, et puis l'engagement politique qui, vous le savez, m'ont amené à être sénateur de la République française, et également jusqu'à il y a encore quelques jours, car nous avons la Corée et la France nombre de similitudes, et aussi d'avoir eu les élections à peu près au même moment, les élections présidentielles, et nous sommes actuellement en élection législative pour l'Assemblée nationale. Et jusqu'à il y a peu, j'étais donc membre du gouvernement français, ce qui pour moi évidemment a été un grand honneur par rapport aux idées que je porte et dont je vais parler bien évidemment juste après mon introduction, et puis par rapport aussi à mon action au gouvernement qui est l'objet de la conférence qui est organisée par les autorités de Jeju aujourd'hui. Et donc ce parcours fait que, comme depuis 6 ans, je suis venu régulièrement en Corée. J'ai redécouvert avec beaucoup de joie, après une distance qui peut-être était protectrice pour un enfant adopté comme moi, et de revenir aujourd'hui en Corée régulièrement depuis maintenant 6 ans. J'ai eu l'occasion de venir d'ailleurs avec le président de la République, François Hollande. Il y a 3 ans, je suis venu aussi avec Emmanuel Macron, qui à l'époque était ministre de l'économie et qui est aujourd'hui le nouveau président de la République. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de revenir vraiment pour
pour des séjours plus personnels, mais il s'avère que j'ai une petite fille de 3 ans et demi et je vais revenir l'année prochaine. Et d'ailleurs, j'ai promis au gouverneur Won de revenir ici à Jeju. Demain, j'aurai l'occasion de voir les fameuses plongeuses, parce que il y a eu en France un extraordinaire documentaire sur ces plongeuses qui vraiment sont des femmes admirables, et je voudrais vraiment pouvoir les rencontrer demain. Et puis j'espère pouvoir aussi au-delà de boire l'eau, la fameuse eau minérale de Jeju, pouvoir visiter le cratère et toutes les magnifiques paysages et sites, car c'est aujourd'hui Jeju, vous le savez mieux que moi, un site classé naturel de l'UNESCO et dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, le sujet du jour, puisque nous faisons cette conférence, et je sais qu'il y aura des questions-réponses, et je préfère d'ailleurs essayer d'écourter mon propos, parce que je crois que ce qui est important, c'est l'échange, c'est justement de voir comment on peut rentrer dans la nouvelle ère du numérique et de développer les politiques publiques. Et juste avant cette réunion, j'étais avec le gouverneur et nous avons pu d'ailleurs échanger sur ce qui est l'essentiel de la vie politique, c'est-à-dire ce qu'on veut porter comme message, comme valeur, comme projet. Et c'est ensuite que les moyens doivent s'y mettre, d'où le fait que la question du numérique est évidemment un sujet essentiel, parce que nous sommes dans une forme de révolution, de modernité, d'innovation qui doit tous nous faire réfléchir sur le monde de demain. Néanmoins, la question essentielle aujourd'hui, c'est que portons-nous ? Et je ne veux pas évidemment politiser extrêmement mon propos, mais il s'avère qu'il y a à peine quelques heures, et vous le savez, je suis écologiste, j'appartiens à la formation écologiste en France, le président Trump a décidé de se retirer de l'accord de Paris sur la lutte contre le dérèglement climatique et contre le réchauffement climatique. Et évidemment, cela me désole, parce que justement, quelle est l'ambition que nous devons porter aujourd'hui pour la planète, pour le développement de chacun de nos pays, pour la Corée, pour l'île de Jeju, nous venons d'en parler avec le gouverneur Won, c'est bien sûr la paix, bien sûr la sécurité, ce n'est pas l'objet du jour, avec la préoccupation que j'ai en France avec les attentats que nous avons subis. Nous comprenons aujourd'hui que la stabilité qui a pu arriver après la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui est mise à mal, et la question de la sécurité et de la paix est particulièrement importante. La sécurité et la paix et la protection de la planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons nous engager massivement, les États, les collectivités locales, les entreprises, les citoyens, pour la protection de la planète. Pour une protection de la planète avec un développement économique, car il ne s'agit pas de protéger la planète pour protéger la planète. Il faut protéger la planète pour justement que nous puissions bien vivre, nous, fraternellement, dans toute l'humanité, avec les différentes races, les différentes ethnies, les différents peuples, les différentes nationalités. Et cet enjeu-là, il est fondamental, je peux le mesurer, car la France a incontestablement un rayonnement diplomatique à l'international, et l'accord de Paris, auquel nous tenons particulièrement, qui est un sujet essentiel pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de degrés d'augmentation en moyenne de la température de la planète. On le voit partout, cette température qui augmente. Alors ça peut paraître sympathique qu'il fasse chaud, mais en réalité, il faut voir le déséquilibre mondial que cela va procurer, avec un monde qui a 7 milliards d'habitants aujourd'hui, 9 milliards dans une trentaine d'années. Il faut savoir qu'il y a à peine en 1930, il y avait 2 milliards de personnes. Et donc la question aujourd'hui de la planète, de l'humanité, des ressources naturelles, de la nécessité de faire vivre l'ensemble des humains en paix sur cette planète nécessite absolument le maintien de cet accord sur le climat. Et ce développement économique doit devenir harmonieux et équilibré, respectant cela. Nous disions avec le gouverneur Won tout à l'heure que dans les années 70-80, la préoccupation, en France après la Seconde Guerre mondiale, en Corée après la tragique guerre de Corée, a été de reconstituer massivement une production pour nourrir la planète, pour nourrir nos habitants, pour les loger, pour se transporter. Et c'était somme toute légitime. Mais aujourd'hui, nous sommes face à d'autres enjeux, et cet enjeu planétaire écologique est essentiel, et je suis certain que les jeunes générations, vous en êtes particulièrement conscients. Les enjeux culturels, bien évidemment, les enjeux éducatifs,
les enjeux de santé, les enjeux de vie quotidienne. On le voit bien aujourd'hui, se loger, se transporter, aller travailler, pouvoir accéder au sport, aux loisirs, à l'éducation, à la culture. Voilà d'autres enjeux que nous partageons et ce sont ces socles-là qui font qu'aujourd'hui l'action publique est plus que jamais nécessaire. Et je sais, par avoir suivi la vie politique en Corée, c'est de la même manière pour celles et ceux qui suivent la vie politique en France. Nous avons des campagnes électorales aujourd'hui très difficiles, pas toujours très idéologiques, beaucoup tournées sur les querelles de personnes, beaucoup tournées aussi sur les affaires, sur les critiques des comportements, des pratiques, avec une demande évidemment très légitime d'éthique accrue, de moralité. Et aujourd'hui, dans ces moment politique, la politique est très décriée. Les politiciens, les élus, on entend des phrases très dures venant des extrêmes, mais pas seulement, aussi des simples citoyens qui sont excédés de la façon dont aujourd'hui la politique se déroule. Eh bien, il nous faut absolument, et c'est aussi le sens de la génération qui est celle d'entre vous des plus jeunes, des lycéens, c'est votre responsabilité de participer. Et c'est le sens aussi de ce que nous avons voulu faire, c'est la philosophie de ce que nous avons voulu porter en France, car nous avons eu, et moi-même en tant que ministre, le grand honneur de présider un partenariat, le partenariat pour un gouvernement ouvert, Open Government Partnership, où ce partenariat a regroupé 80 États, qui avait été lancé en 2011 par Barack Obama, qui très rapidement avait compris l'importance de l'ouverture de nos sociétés vis-à-vis des citoyens, pour justement, tout à la fois par la transparence, par l'information, par la diffusion des données, par le big data, par les partages des codes et des algorithmes. Alors évidemment, ça paraît extrêmement technique parce qu'en effet, c'est notamment avec l'outil numérique qu'aujourd'hui, nous pouvons partager davantage ces informations et diffuser. Je suis sûr que vous toutes et vous tous ici, avec vos grandes entreprises de téléphonie, de numérique, d'Internet, de distribution, vous êtes très connectés et c'est une chance extraordinaire. Il y a 20 ans, nul n'avait les informations, même parmi les hauts dirigeants des différents pays, que vous avez, vous, simplement, en étant sur votre téléphone et sur vos applications. Et ça doit être une chance aujourd'hui pour la politique, pour se ressaisir des sujets de fond, des politiques publiques, pour faire participer davantage les citoyens. Et c'est le sens de l'engagement que nous, en France, nous avons mis en œuvre pendant 4 ans, avec le président de la République, avec moi-même au sein du gouvernement, c'est d'ouvrir massivement les informations pour la première fois. Jusqu'alors, nous étions, et nous avons d'ailleurs beaucoup de points communs avec la Corée, nous sommes plutôt des États, des administrations plutôt pyramidales, avec des hauts fonctionnaires évidemment de talent, des fonctionnaires dévoués, mais plutôt dans une culture d'une administration qui, avec évidemment les règlements, les normes, avait une vision qui n'était pas participative, qui était « j'ai telle loi, vous venez avec votre dossier et je vous dis oui ou non si on prend le dossier ou pas ». Je crois que quelque part, aujourd'hui, c'est une société qui est derrière nous. C'est un peu une forme d'administration de l'ancien monde. Aujourd'hui, nous devons arriver, y compris nos administrations, nos services publics, justement pour être beaucoup plus efficaces, à ouvrir, à donner les informations, à discuter, à être participatifs et y compris s'adapter sur les réglementations et les normes. C'était le sens aussi du volet de simplification qui allait de pair avec ce que nous avons fait sur l'administration numérique, car nous avons vraiment voulu faire en sorte que l'ensemble des informations puissent être données, et d'ailleurs avec des objectifs politiques. Parce que je l'ai dit au départ, sur l'écologie, sur l'économie, sur la culture, mais aussi sur l'administration, ce sont des objectifs politiques. Nous avons eu, comme ici en Corée, des affaires de corruption des élus et des hauts fonctionnaires. Nous avons voulu très clairement lutter contre cela, justement avec le gouvernement ouvert et la diffusion des données. Nous avons aujourd'hui une loi qui fait que 12 000 dirigeants français de haut niveau publient intégralement leur patrimoine. L'ensemble du patrimoine, par exemple le mien, si vous voulez aller sur Internet, le trouver sur le site du gouvernement, vous aurez l'ensemble de mes biens avant le début du mandat,
à la fin du mandat, et c'est valable pour 12 000 dirigeants, les ministres, les parlementaires, les hauts fonctionnaires, les grands dirigeants des agences ayant affaire avec l'État ou ayant soumis à des marchés publics. De la même manière, nous avons travaillé dans le cadre d'une loi contre les conflits d'intérêts sur le suivi des réalités bancaires, des conflits d'intérêts éventuels et du souci que nous avions que chacun des dirigeants, on le voit aujourd'hui, ça va être renforcé avec le nouveau président, puisse indiquer, y compris les conflits d'intérêts familiaux. Et cela nécessite justement cette politique de transparence et c'est évidemment l'outil numérique qui le permet. Dans un autre volet, lutte contre la corruption, pour la transparence, aussi la participation citoyenne. Moi, j'étais parlementaire, je suis redevenu sénateur, je suis évidemment attaché à la démocratie représentative, celle qui fait en sorte que vous allez élire bientôt des députés qui, pendant 4 ans, je crois, vont avoir les responsabilités de faire des lois. Mais on ne peut plus, comme il y a 20 ans, dire on délègue le pouvoir pendant 4 ans et on est les spectateurs. Vous voulez être les acteurs. Et sur 3 lois fondamentales du pays, notamment sur une loi sur la République numérique, nous avons ouvert une concertation numérique sur les communautés numériques, faire en sorte que chacun puisse participer, chacun puisse être un parlementaire, proposer des amendements, proposer des articles de loi. Eh bien, nous avons enrichi ce texte qui a été présenté par ma collègue du gouvernement, Axelle Lemaire, la ministre en charge du numérique. Nous avons eu 25 000 propositions d'amendements. Nous avons enrichi le texte de 50 amendements venus des citoyens et il y a 8 articles complets qui ont été rédigés par des citoyens ou des associations ou des ONG. Et je crois que c'est une vision nouvelle, moderne de la vie politique participative avec les outils numériques qui sont essentiels. Et c'est vrai que tout se bouleverse aujourd'hui. Et j'en ai été encore à en discuter avec l'ancien ministre qui était mon homologue, M. Hong, hier matin à Séoul, où j'avais monté, alors évidemment c'est pour plusieurs raisons, avec la République de Corée et son gouvernement, un partenariat sur justement l'administration numérique et comment intégrer à l'ère du digital aujourd'hui les nouvelles technologies qui ne sont plus tellement nouvelles, qui sont les technologies de l'information et de la communication, dans les pratiques de dématérialisation et dans l'efficacité de l'administration d'État. Et bien sûr, mon attachement à la Corée, mais aussi parce que la Corée, eh bien, il faut s'en prévaloir, vous êtes les numéros 1 de l'administration numérique dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas vous non plus, c'est l'OCDE, et nous on est 2e, la France. Alors je me suis dit, quand on est 2e, il vaut mieux aller voir le premier, comme ça on peut progresser. Et nous avons monté un partenariat pour justement voir quelles étaient chacune de nos pratiques en la matière, voir nos forces, nos faiblesses, travailler ensemble. Et il y a encore 2 mois, nous avons organisé un séminaire avec, y compris d'ailleurs le vice-gouverneur qui travaille au ministère de l'Intérieur, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à Séoul. Cela pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons vocation à développer massivement la dématérialisation, massivement le numérique, tout à la fois dans les procédures d'administration d'État, par exemple les marchés publics. Je ne vais pas vous donner trop d'exemples parce que c'est toujours un peu rébarbatif, mais tout de même, les marchés publics français, nous avons tout mis en ligne. Et de la même manière, c'est pour lutter contre la corruption, c'est pour rendre le processus transparent, plus efficace, plus juste. Parce que les marchés publics, ça suscite toujours des débats, surtout quand 5 personnes décident du marché, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas sur quels critères. Aujourd'hui, nous, tout est sur le site internet du gouvernement. La parution du marché, quelles sont les entreprises qui soumissionnent, quels sont les dossiers. Alors, évidemment, les conditions économiques ne sont pas sur le numérique, sur les informations des propositions économiques ne sont pas données. Mais après, lorsque celui qui a gagné le marché, on voit que d'évidence que c'est le meilleur après une politique de transparence et d'éthique, et ceux qui ont été battus comprennent pourquoi ils ont été battus et ne pensent pas un seul instant justement qu'il y a pu y avoir un biais ou un avantage ou un délit d'initié. Et cette confiance à restaurer est essentielle.
Parce qu'aujourd'hui, il y a de la défiance et de la méfiance, et la confiance est essentielle. Après, il faut de l'efficacité. Et comme peut-être en Corée, mais en France, c'est vraiment, nous avons une vieille administration, une ancienne administration. 65 millions d'habitants, nous avons 5,5 millions de fonctionnaires, ce qui est beaucoup pour un pays. Notre PIB est important, nous sommes la 5e puissance économique du monde, et nous avons 56% de notre PIB, c'est la dépense publique. C'est-à-dire c'est l'administration, qu'elle soit d'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale ou des armées. 56%. Ça veut dire que l'État est une puissance économique au-delà même d'une puissance administrative. Et nous sommes arrivés à un moment où nous avons d'évidence face à la mondialisation une nécessité d'avoir un État plus agile, certes aussi puissant, mais beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, beaucoup plus personnalisé vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de nos entreprises. Donc nous avons lancé une politique de simplification qui va de pair avec la politique de développement numérique. La politique du développement numérique pour la transparence, pour aller plus vite, pour que les choses soient connues par les citoyens, pour que ça soit plus démocratique, et la simplification pour pouvoir supprimer des normes qui sont inutiles. Nous parlions de différents sujets d'aménagement avec le gouverneur, la politique des déchets, la politique des énergies renouvelables, des éoliennes. En France, pour faire une éolienne, il faut un temps interminable parce que nous avons des procédures très légitimes d'ailleurs sur la santé, la protection, sur l'environnement qui sont justes. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite parce que nous avons pali-pali, comme on dit chez vous. Et cette vision du pali-pali doit arriver aussi avec une efficacité et une évaluation possible au niveau de nos administrations. Alors voilà, je pourrais parler longuement. Déjà, j'ai dépassé mon temps de parole, donc pour le coup, c'est très français, vous savez, de parler longuement et dépasser son temps de parole. Donc, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je veux conclure avant les questions-réponses en vous disant juste que la politique, c'est une belle chose. C'est s'occuper des autres, c'est s'occuper de son pays. Je sais que en Corée, vous avez le sens du patriotisme, l'amour de votre pays, de vos familles, de vos partenaires, de vos alliés et de vos compatriotes. Et s'occuper de la chose publique, essayer de développer son pays, essayer de maintenir en paix avec son voisin, aller chercher des partenariats, aller s'ouvrir, être plus solidaire vis-à-vis des personnes âgées, des plus petits, de ceux qui sont handicapés, avoir une société égale aussi bien pour les femmes que pour les hommes, avoir un accès plus juste à l'éducation, un accès plus juste à la santé pour que les plus défavorisés aient leur chance dans leur vie pour pouvoir progresser dans la société, en protégeant la nature et l'environnement de votre pays, en ayant le souci du débat démocratique. Eh bien, cet enjeu-là, il est essentiel. Et je vous le dis très simplement, pour celles et ceux qui n'aiment pas la politique, qui veulent en rester en distance, sachez bien que si vous-même, vous ne participez pas, eh bien, ce sont ceux-là qui feront la politique que vous ne voulez pas. Donc vraiment, je vous dis juste une chose, c'est passionnez-vous pour le débat public, participez aux élections, engagez-vous, pas forcément dans des partis politiques, mais dans des associations, dans des syndicats, dans des structures où vous pouvez être utile aux autres. Et je crois que toujours, parce qu'il y a une forme d'harmonie et d'équilibre à trouver, pas seulement les élus, mais les citoyens, il y a beaucoup de dimensions individuelles, d'ambition pour soi et les siens, mais il faut toujours avoir une part pour les autres, parce que c'est ça l'harmonie tout à la fois d'une société, tout à la fois d'un pays et tout à la fois d'un équilibre personnel. Moi, je vais conclure en vous disant une chose très personnelle, c'est que j'en ai voulu à la Corée de m'avoir quelque part par ma famille de naissance, pour m'avoir abandonné. Et quand je suis arrivé en France, j'ai eu beaucoup de chance et ça s'est bien passé pour moi. Mais je n'étais pas totalement dans l'équilibre et dans l'harmonie, dans la sérénité, parce que je sentais au fond de moi qu'il me manquait quelque chose. Et ce qui me manquait, c'était le retour au pays natal, ce que j'ai fait il y a 6 ans. Et aujourd'hui, je vais vous dire, je pense que j'ai eu la chance en plus d'avoir une petite fille adorable, comme je vous l'ai dit, il y a 3 ans. Et je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai pu revenir dans le pays et d'être mieux en harmonie et mieux en équilibre pour pouvoir fonder cette famille. Et le fait d'avoir su pouvoir retrouver mes racines, la force de mes racines,
Et la force que j'ai pu acquérir dans la difficulté en France, eh bien, ça fait que je m'en sens bien et je me sens bien pour la France, je me sens bien pour la Corée, je me sens bien pour ma famille et pour mes amis, et ça me donne la force aussi d'aller m'occuper des autres. Et c'est en ce sens-là que moi j'aime la Corée d'aujourd'hui, parce qu'elle est tournée vers une forme d'authenticité de sa mémoire et de sa culture, une forme de modernité, et c'est le sens aujourd'hui du débat que nous avons sur les valeurs politiques à porter, les politiques publiques à porter, et le monde nouveau que vous aurez à renforcer et à amplifier pour qu'il soit un monde de paix, de solidarité et de justice. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis vraiment très heureux et très fier d'avoir été devant vous ce matin. Merci. Gamsahamnida. Thank you, Mr. Placé, for sharing your insights based on your own experience participating in the French government. Now we'll have a dialogue between Mr. Placé and Governor Won Hee-ryong of Jeju Special Self-Governing Province. Please give a warm welcome to Governor Won. 감동적인. 네, 백성 플라스 장관님, 7살 때 프랑스로 입양이 돼서 가서 지금은 나이가 몇 살로 보이세요? 29? 39? 저랑 나이가 비슷합니다. 지금 49세에 프랑스 행정개혁 장관을 이미 다 역임했고요. 프랑스에서 손꼽히는 지도자, 특히 그것도 앞으로 디지털 민주주의, 그리고 우리 제주가 나아가고자 하는 환경 보전, 이런 부분들에 대해서 미래 세대를 위한 활동을 가장 활발하고 계시는 바로 우리 한국계 프랑스 정치인이십니다. 본인도 아까 말씀하셨지만 아직 너무 어렸을 때 부모로부터 또 고국으로부터 버림을 받았다는 것 때문에 40년 넘게 마음속에서 크게 화가 나 있었지만 최근 한 6, 7년 전부터 새로운 마음으로 그것을 받아들이고 이제는 뿌리를 찾는 그 마음으로 또 새롭게 3살 된 딸 아이가 자라나는 걸 보면서 이제 딸과 함께 한국도 자주 오고 제주도로 가족 여행도 같이 오겠다는 그런 뿌리에 대한 사랑으로 자신을 버렸던 엄마와 고국에 대해서 더 큰 사랑으로 하나가 되는 그런 감동적인 말씀을 해주셨습니다. 저도 들으면서 가슴속 깊이에서 나오는 좀 감동, 울컥하는 감동을 어쩔 수가 없었습니다. 이따가 여러분들이 질문하는 기회도 있겠습니다만은 제가 제주도민을 대표해서 몇 가지 질문도 드리고 또 이야기를 더 끄집어낼 수 있도록 하겠습니다. 우선 그 제주도에 오신 느낌에 대해서는 아까 그 강연을 하시면서 몇 가지 말씀을 주셨습니다만은 저는 특히 우리 백성 장관님께 오늘 여기 보시지만 오늘 삼성여고하고 대전고등학교 학생들이죠. 여러분 이 프랑스 미남을 이렇게 가까이서 본 건 처음이죠? 그럼 박수 한번 주세요. 아까 우리 장관님께서 말씀하셨지만
저희 부모님이 살았던 세대는 한국은 전쟁과 가난을 벗어나기 위해서 물질적인 성장, 그리고 자녀들을 밥 먹이고 옷 입히고 교육을 시키기 위해서 모든 걸 희생한 그런 세대였습니다. 그 결과 오늘 이러한 평화와 번영을 얻었고요. 하지만 그 과정에서 또 많은 문제들을 안고 있습니다. 환경은 파괴됐고요. 너무나 각박한 경쟁 사회로 인해서 우리 각각의 개성과 이 사회의 조화는 또 많은 위기에 처해 있습니다. 이제 또 우리 학생들이 살아나갈 10년 뒤, 20년 뒤의 세대는 인공지능에 의해서 과연 지배를 당할지, 아니면 우리 인간이 자연과 인간 사회와 기계까지 잘 조화를 이루어서 인류 역사상 가장 행복한 세상을 만들어 나갈지, 정말 우리 갈림길에 서 있는 그런 상황이기도 합니다. 우리 제주도에 오셔서 앞으로 80년, 100년을 살아나갈 우리 젊은 세대를 보면서 또 따님 생각도 나시겠지만 우리 제주도의 특히 젊은 세대에게 그 희망적인 이야기와 함께 인사 말씀을 해주시길 바랍니다. Très bien, vraiment merci à vous encore d'être venu ce matin, parce que j'imagine que parfois on a envie de faire autre chose que venir à une conférence où il y a des responsables politiques, et donc j'en suis très honoré. Moi j'ai un message très simple à vous adresser, je l'ai dit en conclusion de mon propos, c'est bien sûr il y a vos études, je sais à quel point, parce que j'ai parlé d'un reportage sur les plongeuses de Jeju, mais il y a aussi eu un reportage sur l'excellence de l'éducation coréenne, des écoles coréennes, des grandes écoles coréennes. Donc je sais la préoccupation qui est la vôtre de réussir les études, la préoccupation qui est la vôtre d'avoir bien sûr une ambition professionnelle. Je sais aussi d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir à Paris Madame Na, la députée présidente de la Commission des Affaires étrangères, qui est en charge d'une mission sur les questions de la natalité et de la démographie en Corée. Je sais aussi que notamment les jeunes femmes réussissent tellement bien à l'école qu'après elles veulent travailler et qu'il y a moins d'enfants. Donc vous voyez, j'essaie de suivre ce qui se passe dans mon pays natal. Et plus sérieusement, je veux vous dire que oui, tout cela est essentiel. Je crois qu'il n'y a pas d'équilibre sans le travail, sans la réussite, sans bien sûr la famille. Mais vraiment, c'est le message aussi, c'est le message de l'intérêt pour les débats publics, l'intérêt pour les débats de société, le fait de s'investir dans la vie collective. Alors, si la politique, ça ne vous convient pas, il y a peut-être les syndicats. Si les syndicats, ça ne vous convient pas, il y a des associations, que ce soit des associations, bien sûr, de protection de l'environnement, que ce soit des associations pour aider les plus en difficulté, des associations culturelles. Et aussi, et bien sûr, et c'est un message extrêmement important pour la Corée d'aujourd'hui, qui est devenue une puissance économique extraordinaire, une puissance culturelle aussi. Une puissance aujourd'hui démocratique qui parle à beaucoup de pays, qui a une forme d'influence très forte, aussi bien en Asie que dans le monde, c'est de voyager, d'aller rencontrer d'autres cultures. Et cela fera que vous serez les ambassadeurs de la Corée, comme moi, quelque part, je le suis devenu aussi en France. Donc c'est vraiment le message de la volonté. On a un petit proverbe en Europe de parler souvent du pessimisme de l'intelligence et du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de la volonté. Et je crois que la volonté, c'est quand même très important, et c'est ça le message que je voudrais vous adresser aujourd'hui. 네, 감사합니다. 우리 학생들에게 특히 의지의 중요성을 강조를 해주신 것 같고요. 자, 우리 장 장관님은 프랑스 정부의 개혁, 특히 거기에서도 이 디지털 정부, 전자정부를 추진하는데 가장 공이 크신 분입니다. 그래서 첫 질문을 이렇게 드려보겠습니다. 그동안 그 프랑스 전자정부의 노력을 통해서 이룩한 성과는 무엇이고,
앞으로 더 나아가야 될 과제를 간략하게 요약한다면 어떻게 평가할 수 있는지 말씀 부탁드립니다. Alors, la politique de simplification et de réforme et d'administration numérique, ça a été vraiment une des volontés du président de la République François Hollande au début de son quinquennat il y a 5 ans. Et il faut le reconnaître, nous n'étions pas les premiers, notamment en Europe, à nous tourner sur cette politique, car comme je l'ai dit dans mon propos initial, notre administration est tellement puissante qu'elle a pris beaucoup d'habitudes et des administrations surpuissantes sont difficiles à réformer. Ce sont, c'est pas d'ailleurs propre à l'administration, c'est aussi propre aux grandes entreprises, c'est-à-dire que toutes les structures où il y a beaucoup de fonctionnaires, où il y a par définition beaucoup de normes, parce que c'est, comme on dit en France, l'œuf et la poule, on ne sait pas qui est à l'origine de l'autre. Et le fonctionnaire crée de la norme, et la norme évidemment fait que le fonctionnaire aussi est présent. Donc je l'ai dit, il y a des normes essentielles sur la solidarité, sur les questions de santé, sur les questions de sécurité, par exemple sur des chantiers, tous les sujets qui concernent la vie économique et la vie au quotidien de chacun de nos concitoyens. Il y a évidemment des réglementations et l'essentiel des réglementations, elles sont extrêmement utiles. Mais on voit bien que quand on balaye ces réglementations, on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait un quart au moins, voire un tiers de normes et de procédures à supprimer tout simplement. Nous avions même des dispositions qui dataient de la Révolution française. Donc ce travail a été harassant, éprouvant, passionnant, avec volonté, justement, je viens d'en parler. On a réussi à faire des choses, les normes de l'État, les normes des collectivités locales. Moi, je me suis passionné comme écologiste, et je pourrais donner plein d'exemples, sur la question des permis environnementaux. Chez nous, moi je suis particulièrement soucieux de protéger l'environnement et la nature, on était arrivé à une telle législation sur l'environnement et la nature qu'on n'arrivait pas à produire, par exemple, des éoliennes ou des industries photovoltaïques, tellement il y avait de normes. C'est-à-dire que là, on arrivait à de l'absurde où, justement, alors qu'on est à vouloir mettre en place des politiques écologistes, et ces politiques écologistes étaient tellement restrictives qu'on n'arrivait pas à être dans la dynamique de la conférence climat COP21 à Paris, qui disait qu'il fallait faire davantage d'énergie renouvelable et avoir des objectifs ambitieux en matière de photovoltaïque, de solaire, en matière d'éoliennes et de toutes les énergies renouvelables qui existent. Donc, on a pris le problème à bras-le-corps, réunion évidemment avec les hauts fonctionnaires et les administrations, réunion décentralisée dans les régions pour être en plus en proximité, et également débat démocratique avec les citoyens, soit directement des débats publics, soit sur les communautés numériques, les réseaux sociaux, avec des propositions précises. Et nous avons réussi, au bout de 2 ans, à diviser par 2 les procédures, et diviser par 2 le temps de traitement des procédures. C'est-à-dire que pour les entreprises concernées, c'est évidemment formidable, et de la même manière pour les objectifs qu'on veut atteindre, c'est-à-dire aller le plus vite possible vers la conversion et la transition écologique de notre économie et de notre approvisionnement en électricité, eh bien, je crois que ça a été une belle réussite. Donc je pourrais prendre de très nombreux exemples comme cela, y compris sur les procédures sociales, sur le droit du travail, sur les marchés publics, j'en ai parlé, et c'est vraiment une belle politique. Et le numérique doit être un outil pour aller dans le sens de l'efficacité. Alors en France, évidemment, on a toujours de l'humour, et donc on me dit, mais le site internet du gouvernement est très très bien fait, notamment pour payer les impôts plus vite. Alors c'est vrai, on paye les impôts très vite en France, parce que c'est très efficace. Mais de la même manière, les subventions aujourd'hui vont 2 fois plus vite pour arriver. Les paiements des fournisseurs de l'État aussi. Et on a mis en œuvre une division du travail plus efficace. Nous avions des administrations très éclatées qui, je donne juste un exemple, je pourrais le dire aussi pour les achats de l'État, pour les ressources humaines, pour la gestion de l'immobilier, mais par exemple, justement, la division numérique, la direction numérique. Nous avions 18 ministères qui avaient 18 directions numériques. Ils achetaient du matériel différent, des systèmes d'exploitation différents. Et même parfois pour faire en France,
5e puissance économique du monde. Et même parfois, pour faire des visioconférences, on n'y arrivait pas parce que les systèmes n'étaient pas compatibles. Bon, là, on s'est dit non, là, ça devient absurde. Absurde. C'est quand même l'argent du contribuable. On a des comptes à rendre vis-à-vis du contribuable, tant sur les économies à faire que sur l'efficacité. Et moi, mon slogan était simple, c'est qu'on doit dépenser moins et on doit aller plus vite et on doit faire en sorte que les usagers soient plus contents. Voilà, c'est simple. Ça doit avoir une image, une version entrepreneuriale efficace, personnalisée, et à un moment, l'usager, ça ne doit pas être le contribuable, ça doit être quasiment un client, et on doit avoir des attentions vis-à-vis de lui. Et donc, c'est vraiment cette vision-là que j'ai voulu mettre en œuvre. On a centralisé, pour le coup, la division numérique, et évidemment, nous avons proposé à l'ensemble des administrations de se mettre dans un système conjoint, y compris très protégé, parce que sur les questions du numérique, il y a 2 autres débats annexes qui sont très importants. C'est la question de la confidentialité des données. Donc, nous avons une sécurité sociale extrêmement active et puissante et un système médical très poussé. Évidemment, il ne s'agit pas que les données médicales des uns et des autres se baladent partout sur Internet ou dans les GAFA, enfin Google, Amazon, etc., Facebook. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a la confidentialité et puis il y a aussi l'égalité devant le numérique. C'est que tous les gains de productivité, d'efficacité et d'économie qu'on peut faire sur le numérique, il faut qu'il y en ait une partie qui aille justement pour compenser vis-à-vis de celles et ceux, les personnes âgées par exemple en France, dans les territoires les plus éloignés où il n'y a pas de fibre, où il n'y a pas de 4G, et puis les personnes en handicap, ceux qui sont aussi les moins socialement intégrés et peut-être parfois même très éloignés de la lecture ou de la connaissance ou du savoir nécessaire. Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut réussir tout à la fois ces objectifs que je viens d'indiquer, le développement de l'outil numérique, et il y a une aisance notamment des jeunes comme ici en France qui est extraordinaire, et évidemment avoir une politique de solidarité avec de la présence physique accrue sur le terrain, dans les quartiers défavorisés, vis-à-vis des publics défavorisés. C'est le sens de la politique que j'ai voulu mener pendant ce quinquennat. 네, 전자정부는 정부 또는 관공서 또는 교육, 학교까지 포함하는 모든 이 공적 기관들이 하던 업무를 간소화하고 또 효율화하고 또 거기에 경영 마인드를 도입을 시켜가지고 많은 편리하고 보다 더 시민들에게 서비스를 잘 제공할 수 있는 그러한 이 성과들을 내고 있다라는 그런 것을 상세하게 소개를 해주셨는데요. 우리 사회적인 격차는 좀 이따 다음 질문으로 드리기로 하고, 이 효율성과 이 기술적인 발전과 관련해서 이 최근에는 조금 생소한 용어긴 합니다만은 블록체인이 뭐냐면 과거에는 정보를 전부 중앙 컴퓨터 서버에다가 저장을 해야 됐기 때문에 이게 디지털화가 어떻게 보면 집중화를 더 부추기고 해킹의 위험도 있고 또 개인 정보의 어떤 노출이라는 위험이 있었거든요. 근데 블록체인이라는 정보의 분산 저장 기술, 그리고 당사자들 외에는 여기에 접근할 수 없는 이런 새로운 이 정보 처리 기술들이 개발이 이미 돼 있고요. 그래서 두바이나 우크라이나 같은 경우는 모든 정부의 행정 업무 처리를 블록체인을 도입해서 하겠다라고 이미 전면적으로 선언하기도 했습니다. 또 최근에 우리가 알파고라든지 이렇게 보듯이 인공지능이 앞으로는 공무원, 나아가서는 법관, 의사, 정치인의 업무까지도 대신할 수 있지 않느냐라는 그런 전망이 좀 앞서가는 느낌이 들지만 나오고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 우리 장 장관님께 드리고 싶은 질문은 이 블록체인이라는 이 새로운 정보 처리 기술, 죄송합니다. 그리고 이 인공지능이 앞으로 이 전자정부에 어떻게 활용이 되고 가까운 장래에 어떤 모습으로까지 이 전자정부를 끌고 갈 것인지, 그에 대한 우리 장 장관님의 전망과 견해를 듣고 싶습니다. Alors ça, c'est un sujet très moderne. Je vois que vous connaissez, Monsieur le Gouverneur, très très bien ces sujets parce que
La blockchain, pour ceux qui connaissent déjà, vous avez très bien expliqué, je ne reviens pas sur la définition, c'est par exemple le procédé le plus connu, c'est Bitcoin, c'est-à-dire une monnaie numérique qui est acceptée par les différents acteurs comme monnaie et sans système central. Il n'y a pas évidemment d'émission par une banque centrale d'une monnaie, il n'y a pas la centralisation non plus par un serveur de l'acceptation des transactions et de leur authentification, parce que ce sont les participants même à la plateforme qui authentifient la réalité des transactions et qui authentifient la réalité de la mémoire également de la transaction. Donc c'est extrêmement intéressant et il faut dire que ça s'est développé de façon extraordinaire. Et sur le sujet de l'intelligence artificielle et sur les blockchains, j'ai mis en place moi deux groupes de travail là-dessus. Donc la fameuse direction numérique que j'ai centralisée, et puis d'autre part les services du Premier ministre que j'avais sous mon autorité, le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, et j'ai essayé de voir justement au regard des enjeux qu'on vient de décrire, ce qui, à l'avenir, pourrait révolutionner les procédures, les modalités pour améliorer la relation avec les usagers. Alors, mon premier réflexe a été de faire classique et de dire qu'à un moment, et je pense que dans quelques années, on en réussira. Moi, j'ai créé une plateforme qui s'appelle France Connect. Et alors j'ai laissé mon téléphone Samsung à ma collaboratrice, donc je ne peux pas vous le sortir, mais il y a une application qui, à terme, qui a déjà une centaine de procédures sur le téléphone, qui, à terme, aura toutes les procédures. C'est-à-dire que vous habiterez quelque part en France, vous aurez les procédures de l'État vous concernant, les impôts, la sécurité sociale, les registres, vous aurez les papiers de la mairie et vous aurez le papier de tout l'ensemble des agences, les retraites, les allocations familiales, et a priori de chez vous avec cela, une carte bancaire, vous pourrez faire tous les papiers à une petite imprimante, vous imprimerez chez vous, et donc ça c'était une vision tout à la fois très ambitieuse mais classique. Et en revanche, comme il y a des idées nouvelles qui apparaissent, les blockchains, alors, vous avez dit très justement qu'il y a des résistances parce que certains se disent, ça peut être les médecins, ça peut être les notaires, ça peut être les banquiers, tous ceux qui ont une fonction d'intermédiation. C'est-à-dire, intermédiation, c'est entre le citoyen et le service, il y a... Voilà, ça c'est mon Samsung avec la photo de ma fille. Et tous ceux qui ont une fonction d'intermédiation se payent par le service qu'ils fournissent. Ils ont de l'argent, ils prêtent, ils prennent un taux d'intérêt, ils font des papiers, ils font une transaction et ils ont une rémunération. Et eux-mêmes, puisque c'est une banque, ils ont un site internet, des données qu'ils centralisent eux-mêmes, qu'ils authentifient eux-mêmes et que le client, d'ailleurs, n'a pas. Il n'a que lui-même, il n'a pas la vision globale. Et là, évidemment, c'est un autre modèle économique qui se met en place avec cette vision de blockchain. Et sur la question de l'administration, ça peut être effectivement extrêmement intéressant. Je vais prendre un exemple sur la politique de l'énergie, par exemple, de pouvoir avoir l'ensemble des usagers et des acteurs des énergies renouvelables, mais pas avec les grosses sociétés. Pas avec, chez nous en France, on dirait EDF, je ne sais pas comment s'appelle la Société nationale d'électricité ici. Donc EDF a tous ses fichiers, tous ses compteurs, tous ses clients. Et ils sont propriétaires de la donnée, de l'information. Il y a là, pour le coup, une vraie asymétrie d'information entre l'entreprise et l'usager. Là, admettons que dans une commune ou dans un gouvernement comme à Jeju, l'idée, c'est qu'on puisse monter différents sites à taille humaine d'énergie renouvelable de proximité, qui n'ait pas besoin de faire amener l'électricité par des grands fils en hauteur, de haute tension. Non, tout est là. Solaire, photovoltaïque, énergie marine, énergie du bois, tout ce qui est géothermie, parce qu'en plus il y a une tradition coréenne de chauffage par le sol, donc ce serait très très bien de redévelopper la tradition ancestrale. Eh bien, il pourrait y avoir une blockchain de la transaction d'énergie qui pourrait être un vrai service public, sans intermédiaire, uniquement avec vous, les citoyens. Et ça, je pense que sur l'ensemble des politiques publiques, cela peut
je suis pas sûr que ça remplace totalement le système ancien, mais ça peut le challenger, ça peut le concurrencer et ça peut faire en sorte que justement dans équilibre et harmonie, on réussisse à améliorer pour le coup le monde ancien avec le monde nouveau. Mais c'est passionnant ce sujet-là. Je ne pensais pas que vous poseriez la question sur les blockchains, mais c'est très intéressant. S'il y a des futurs informaticiens dans la salle, saisissez-vous de cette question, vous verrez que vous trouverez très rapidement du travail. 방금 우리 장 장관님께서 말씀하신 것처럼 우리가 전자정부를 통해서 정보화가 진행이 되면 정보의 불균형이 앞으로 가장 큰 문제가 됩니다. 전체 정보를 늘 실시간으로 보고 이거를 최신 정보로 업데이트를 할 수 있는 그 측과 단편적으로 이것을 이용할 수밖에 없는 사람과는 엄청난 차이가 나겠죠. 이것은 개인 간에도 차이가 나고요. 중앙정부와 지방정부 간에도 차이가 날 수가 있고요. 더 나아가서는 공공기관은 정보를 다 갖고 있고 개인은 정보를 못 갖고 있으면 이런 데에서 민주주의의 근본적인 문제가 나올 수 있습니다. 그래서 이런 부분들, 민주주의, 그리고 지방 분권, 그리고 개인의 어떤 그 권리의 강화, 이런 부분들과 관련돼서 우리 전자정부가 많은 문제들을 던지고 있고, 그와 관련해서 우리 특히 이 자라나는 세대들, 그리고 이 부분에 대한 혁신에 관심을 갖고 있는 사람이 비트코인을 비롯한 이런 핵심 기술과 시스템에 대해서 관심을 많이 가질 필요가 있다는 그 말씀을 주셨습니다. 좀 가벼운 주제를 관련됩니다만 던져보겠습니다. 지금 디지털화가 진행이 되니까 지금 앉아있는 학생들만 해도 엄지손가락으로 스마트폰을 잘 다룰 수 있습니다만 저희 부모님만 해도 스마트폰에 자판을 누를 수가 없습니다. 그렇기 때문에 예를 들어서 명절 때 비행기 표를 끊기 위해서는 인터넷에서 예매를 해야 되는 경우에는 디지털 기술이 없는 사람들은 영원히 비행기 표를 예약을 할 수가 없습니다. 또 앞으로 금융 서비스, 심지어는 행정 서비스들이 아주 새로운 것들이 나왔을 때 그것을 사실은 알지도 못하고 설사 안다 하더라도 그것을 다루지 못할 가능성이 있죠. 이게 디지털 불평등, 디지털 격차, 그리고 우리 국제적으로는 디지털 디바이드라고 하는 그런 내용입니다만은 전자정부를 진행하면서 프랑스의 경우에는 이 디지털 디바이드 문제를 해결하기 위해서 어떠한 노력들이 있었고 앞으로 어떤 것들이 필요한지에 대해서 말씀 부탁드립니다. Ça, c'est une question essentielle parce qu'il ne s'agit pas de creuser les inégalités avec le numérique. Le numérique ne peut pas accroître l'avantage qu'ont déjà ceux qui savent le plus, ceux qui sont les plus urbanisés, ceux qui sont les plus instruits, ceux qui sont les plus favorisés. Sa vocation a évidemment à accroître la solidarité vis-à-vis de chacun. Et donc, une de nos premières réponses a été d'installer dans les territoires éloignés, des centres-villes notamment, en France, comme en Corée, hein, c'est très urbanisé. La région parisienne, c'est sur 65 millions d'habitants, c'est 12 millions d'habitants. On a la métropole lyonnaise où il y a également plusieurs millions d'habitants, Marseille. Enfin, il y a évidemment beaucoup de monde très connecté dans les grandes villes. Et la France est également un pays rural et nous avons aussi des banlieues populaires où il faut réinjecter du service public de proximité. Donc nous avons eu un grand projet avec un organisme public qui s'appelle La Poste. C'est de recréer parce que c'est très simple, c'est une vision très pragmatique des problèmes. Aujourd'hui, justement, avec le numérique, avec le mail, il y a de moins en moins de courriers papier. Donc on a des postiers. Comme en France, on ne les licencie pas, on ne peut pas dire qu'ils soient très occupés. Donc, on a réinventé un métier postal, si j'ose dire, c'est-à-dire une forme d'écrivain public dans l'administration. Et donc, on les a reformés pour, au niveau de 1000 maisons qui étaient des lieux de la Poste dans les milieux ruraux. Mais comme il n'y a plus de courrier, ces lieux étaient quand même très peu utilisés. Et on a mutualisé l'ensemble des services essentiels pour faire en sorte qu'avec ce postier, qui devient un peu le nouvel écrivain public, lui, devant son ordinateur, fait du contact direct. C'est-à-dire que dans une commune rurale, 3000 habitants du Lot, je vous donne cet exemple, c'est dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux.
eh bien, il y a une grand-mère qui est toute seule, elle va dans ce bureau, elle arrive avec tous ses papiers, papiers physiquement, ses factures, les demandes qui sont faites par les administrations, et elle passe 1 heure avec l'ancien postier, qui est le nouvel écrivain public, à régler tous ces problèmes. Et l'endroit, le lieu est fonctionnel, connecté, et ça se passe assez bien. Et franchement, c'est pas pour se faire de l'autopromotion, mais c'est très apprécié. Les retours que nous avons sur justement l'analyse qualité et l'évaluation sont très positifs. Et comme j'ai vu que ça marchait, j'ai pris une idée que j'ai vue ça peut paraître particulier, mais en Azerbaïdjan. Parce qu'il y a certains pays comme plutôt de petite taille, l'Azerbaïdjan c'est 10 millions d'habitants, l'Estonie c'est 1,5 million, il y a des pays vraiment très très connectés, parce qu'ils ont fait, pour des raisons diverses, en Azerbaïdjan le pouvoir était assez autoritaire pour le coup, et donc dès qu'ils se lancent c'est très efficace, même si c'est un peu pyramidal. L'Estonie c'est exactement l'inverse, c'est très démocratique, très participatif, mais c'est un autre mode de développement, comme quoi les modes de développement des bonnes idées peuvent être différents. Et en Azerbaïdjan, ils ont mis en œuvre, alors ça paraît un peu basique, mais des bus. Des bus qui, en France avant, on avait les bibliothèques ambulantes. Que dans les campagnes, on faisait promener le bus avec des livres. Il s'arrêtait le jour du marché pendant 2 heures et les gens prenaient les livres et les rendaient la semaine d'après lorsqu'ils venaient au marché. Et là, c'est plus la bibliothèque pour tous, c'est la connexion administrative pour tous. C'est-à-dire que là, j'ai toujours la même, c'est une autre personne, pas forcément un postier, qui est dans le bus, qui conduit le bus, qui va faire des permanences dans les communes encore plus reculées que les communes de 3 000 habitants, parce qu'en France, nous, on a 35 000 communes, ça ne s'invente pas, et donc on a des petites communes de 20, 30, 50 habitants, où là, il n'y a vraiment rien. Il n'y a parfois même pas de boulangerie. Mais on va chercher les personnes physiquement, parce que justement, il faut avoir cette politique bien sûr innovante, ambitieuse, d'efficacité, mais aussi de solidarité. Parce qu'il n'y a pas d'efficacité sans solidarité. Et nous, on a une expression en France, c'est de dire qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un au bord du chemin. 네, 이 디지털에 익숙하지 못한 많은 계층을 위해서 우편 배달원의 역할을 새롭게 발견한다든지 아니면 이런 공공 서비스를 개선하려는 그런 프랑스와 다른 유럽 국가들의 경험에 대해서 구체적인 사례를 말씀해 주셔서 많은 시사점을 주는 것 같습니다. 우리가 이 전자정부 그리고 디지털 기술의 발달로 또 많은 전 세계적인 또 우리 제주도와 대한민국이 또 고민해야 되는 주제 중에 하나가 민주주의의 앞으로의 발전 문제입니다. 이미 이 온라인을 통해서 이 디지털 수단을 통해서 시민들이 국민들이 어떤 자기의 의견이나 정치적인 의사를 활발히 표현을 하고 직접 반영을 시켜서 예를 들어서 의회의 역할도 상당 부분을 대체할 수가 있죠. 우리 스마트폰을 통한 동시 국민투표를 한다든지 아니면 제주도도 여러 가지 민감한 사안들에 대해서 서로 여론이 분분하면 이것을 직접 개개인들에게 주민투표, 이 모바일 투표로 물어볼 수도 있을 것입니다. 이러한 특히 모바일 투표 또는 모바일의 의사표현을 통한 직접 민주주의 확대 이런 부분들이 전 세계적으로 큰 흐름을 이루고 있고요. 이게 구체적으로는 뉴질랜드 경우에는 루미오, 그리고 아르헨티나의 경우에는 데모크라시 OS, 핀란드의 경우에는 오픈 미니스트리 이런 그런 플랫폼이나 이런 프로그램들을 통해서 상당 부분의 어떤 이 정책 제안이나 투표 기능들을 하면서 직접 민주주의가 이 디지털 시대에 디지털 민주주의라는 이름으로 이 발전을 하고 있습니다. 그래서 요즘 여러분들 인터넷에서 직접 구매 많이 하시죠. 직구는 지금 쇼핑몰의 직구 시대인데 앞으로는 민주주의와 국가의 의사결정을 직구하는 시대로 가고 있는 것이 아니냐. 그래서 어떤 경우에는 직구 민주주의, 디지털 직구 민주주의 시대가 우리가 오고 있고 아마 지금 학생 여러분들의 세대에는 미래는 민주주의의 직구 시대가 될지도 모른다는 이러한 전망들을 많이 하기도 합니다. 우리 장 장관님께서 프랑스의 경험도 그렇고 유럽도 그렇고요. 앞으로 미래를 내다볼 때 이
디지털의 발전을 통한 민주주의의 전망, 특히 직접 민주주의 요소의 확대에 대해서 어떻게 전망하고 또 어떤 노력이 필요하다고 보시는지 부탁드립니다. Alors, moi, j'ai été formé, si j'ose dire, dans la tradition française, qui n'était pas une tradition de démocratie très, très directe en réalité. La France est plutôt tradition un peu monarchiste, y compris avec la République actuelle, avec un président qui a beaucoup de pouvoir, un parlement qui en a aussi, mais qui est peu représentatif dans sa composition. Les classes, les catégories socio-professionnelles plus, CSP+, comme on dit en France, ce sont les plus nombreux. Il y a très peu d'ouvriers, très peu d'employés, et aujourd'hui il y a une demande populaire d'information, de démocratie et de participation qui est de plus en plus forte. Moi par exemple au Sénat français, à part il y a 348 sénateurs, à part évidemment l'outre-mer, parce que nous avons des territoires d'outre-mer, le seul sénateur qui n'est pas blanc, c'est moi. Voilà, il n'y en a pas un deuxième. Pourtant, il n'y a même pas quelqu'un issu d'Afrique du Nord, parce que nous avions des colonies là-bas, ou même d'Afrique noire. C'est vraiment en termes d'âge, en termes de diversité professionnelle, il doit y avoir 15% de femmes. Enfin, bon, il y a un énorme travail à faire pour que la démocratie est représentative, et pourtant, moi, je suis plutôt intellectuellement favorable à ce système-là. Mais j'en vois aujourd'hui quand même toutes les faiblesses. Je viens de le dire par rapport à la représentation, par rapport à la représentation des femmes, par rapport à la représentation des plus défavorisés. Ça fait que quand on est un peu en entre-soi, on n'a pas forcément les idées les plus modernes. Moi, par exemple, j'étais venu voir l'Assemblée nationale de Corée, j'avais vu justement les tablettes sur les postes de travail de chacun des parlementaires. Ça permettait évidemment de supprimer le papier, de savoir où on en était dans chaque amendement, etc., de voter électroniquement. J'ai essayé de faire avancer cette idée au Sénat français. Bon, si vous visitez Paris, vous verrez que c'est très beau, c'est le palais du Luxembourg, c'est l'ancien palais du cardinal de Richelieu, mais on ne peut pas dire que ça soit d'une modernité absolue. Et donc, aujourd'hui, en France, on le voit, il y a une explosion, d'une part, de défiance, ce qui est un vrai sujet de préoccupation, je l'ai dit dans mon intervention, et une vraie demande d'information, de participation, de pouvoir donner son avis, et pas seulement physiquement. Et ce que vient de dire le gouverneur Won est tout à fait significatif, c'est qu'avec ça, on doit pouvoir donner son avis. Alors ça peut être des sondages instantanés, ça peut être que consultatif. C'est ce que nous avons fait sur les textes de loi, j'en ai parlé sur la République numérique, sur aussi la loi sur la corruption et les conflits d'intérêts. Les citoyens se sont beaucoup mobilisés sur ces sujets. Ça peut être aussi des sondages très rapides sur tel ou tel investissement ou telle infrastructure. Admettons qu'un jour, on en a parlé, monsieur le gouverneur, vous vouliez faire un tramway ici, on peut essayer d'affiner selon les habitants, le bon parcours que les habitants pourraient proposer, parce qu'eux, ils connaissent. De la même manière, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, moi j'ai mis en place une association que j'ai aidée en France, c'est l'association de toutes les villes qui ont les meilleurs sites internet et les meilleures applications. Et on a, avec une société, une start-up qu'on a aidée, on a mis en place un système où, alors c'est très contraignant, l'habitant de la ville, lorsqu'il y a un problème, peut prendre une photo, partager la photo avec les services municipaux et dire voilà, il y a tel problème, il y a telle zone de déchets qui n'a pas été ramassée, là il y a une zone de sécurité qu'on n'a pas vue, il faudrait mettre un feu rouge, etc. Donc en gros, tout à la fois des débats de fonds nationaux, tout à la fois des débats locaux et tout à la fois des sujets très très précis. On arrive aujourd'hui à cette soif de démocratie, de partage d'informations qu'il faut, si j'ose dire, assouvir, parce que c'est ainsi. Et certes, moi je vois nombre de mes collègues qui disent « Ah là là, ça va trop loin, les réseaux sociaux, Facebook, on sait tout sur tout ». Je dis oui, c'est le monde nouveau. Ça ne sert à rien de vouloir le freiner ou le contester. C'est le monde nouveau.
Et vous êtes ce monde nouveau-là. Et donc, il faut l'anticiper, il faut le réguler, évidemment, il faut l'encadrer, mais il faut l'accompagner et même le renforcer. Et ceux, d'ailleurs, qui seront capables de le renforcer, ce monde nouveau, ce seront eux les nouveaux leaders. 예, 어느새 시간이 다 됐다고 우리 사회자께서 저에게 계속 사인을 주시기 때문에 사실은 질문하고 싶은 것들이 몇 가지 더 있었습니다만은 다 생략을 하고 마지막 질문 겸 마무리를 하도록 하겠습니다. 우리 제주는 아름다운 자연을 보존하기 위해서 탄소 없는 섬으로 가기 위한 에너지와 어떤 이 자원 순환 시스템을 갖추고자 하고 있고 또 보존하면서도 우리가 더 발전된 그러한 사회로 나아가기 위해서는 디지털 기술을 이용한 스마트 섬, 스마트 시티로 가야 된다라고 방향을 잡고 있습니다. 이런 제주도의 방향성에 대해서 그 조언과 함께 마지막 질문, yes or no로만 대답을 해주셔야 되는데요. 앞으로 제주의 이런 환경 보존과 스마트 시티를 위한 제주의 프로젝트에 직접 국제 고문을 맡으셔서 도움을 주시고 참여하실 의상이 있으신지 yes or no로 답해 주시기 바랍니다. 네, 네. Thank you. I wish this can go on for hours, but I also feel sorry to keep reminding the time limit. I would like to thank Mr. Place and Governor Won for having us here and giving us this precious opportunity to hear from the two leaders on such important matters such as environment, sustainability, digitalization, and so forth. This now officially concludes this session, and we have a large group of students here, and many students wanted to take photo with Mr. Place and Governor Won. So right after this session, we will take a photo session. Because of the large number of students here, we've divided the student group into three. The first group will be the first class students at Samsung Girls High School. And the second group will be second year students from the same school, Samsung. And the third group will be the students from Daejeong Girls High School. 3 groups. Thank you very much.